nous sommes avec Alain Bauer. Bonsoir Alain Bauer. Bonsoir. Vous signez un livre de pleine actualité. Les terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire. C'est aux éditions Fayard. Et on va voir à quel point il est en miroir avec les événements que nous vivons ce soir. Ce sont les commémorations du 7 octobre, mais ce sont les commémorations de combats tels que Benjamin Netanyahou et le cabinet israélien les veut. Il était tout à l'heure en réunion de cabinet de guerre, Benjamin Netanyahou et les hommes et les femmes de son gouvernement. Évidemment, ce sont ces moments de mémoire des victimes, mais ce sont aussi des moments où il annonce à quel point ils vont se battre. Ils vont se battre sur 7 fronts, dit-il. Cisjordanie, Liban, Gaza, Iran, Irak, Syrie, Yémen. Écoutez comment il le formule. Alors, on va l'entendre dans un instant. Alain Bauer. Il en manque un. C'est-à-dire le front essentiel. Son front intérieur à lui. Son front politique, son front judiciaire, sa propre rédemption, éviter la commission d'enquête. En fait, une partie de la capacité de Netanyahou à survivre, c'est qu'il pourrait être le premier Premier ministre à survivre à un désastre militaire, à la démonstration absolue d'une incompétence politique, de passer d'être le pire ennemi de son propre peuple et de son propre pays à une sorte de rédemption par une sorte de guerre totale, absolue, élargie. Et comme vous le dites, 7 fronts et un de plus. Alors ça, c'est la vision très critique, disons, de Benjamin Netanyahou qui présente les choses un peu... plutôt rationnelle, alors, chacun jugera. Factuelle, on va dire. L'autre vision est-il le fait qu'il représente une grande partie d'Israéliens qui, après ce qu'ils ont vécu, 1200 morts, veulent en découdre sur tous ces fronts à la fois. Il a compris une chose, c'est qu'il n'y a plus de pacifistes en Israël. Ils sont réduits à très peu de choses. Ils ont disparu. Il reste quelques options. Vous en avez une, d'ailleurs, il y a quelques jours dans Le Monde où l'ancien Premier ministre Olmert et un ancien ministre palestinien disent « il y a encore un espoir de trouver une solution ». Mais je rappelle toujours que la solution à 2 États, c'est celle qui a été proposée en 1947 et qui a été refusée immédiatement par tous les États arabes, sauf seul qui a accepté le principe, même réduit à sa micro-portion. Les accords de San Remo, c'était Israël. Et donc tout le monde court après cette solution à 2 États qui est passée de moribonde à comateuse et de comateuse à désespérée. Vous dites souvent le problème des guerres actuelles, c'est qu'on ne comprend pas bien les Chinois, les Russes, les Yéménites, etc. Est-ce qu'on a aussi de la peine à comprendre les Israéliens, c'est-à-dire après le traumatisme terrible qu'ils ont connu, la volonté d'en découdre? On a longtemps appelé ça le syndrome de Masada. Alors Masada, on ne sait pas si c'est un mythe. Flavius Joseph a beaucoup écrit dessus. Mais le syndrome de Masada, c'est « nous savons que vous voulez notre mort, mais si nous mourons, vous mourrez aussi ». Et donc l'idée générale était une sorte de dissuasion absolue et totale, une sanctuarisation qui valait pour Israël à cause de l'effort qui a été fait par la France pour permettre à Israël, sous l'œil, je dirais, indifférent, ou en tout cas pseudo-indifférent des États-Unis, de disposer d'une arme nucléaire lui permettant de dire « Attention, nous avons les moyens de vous détruire tous si vous tentez de nous détruire nous », ce qui avait à peu près bien fonctionné, qui avait donné le plus grand désastre militaire d'Israël en 1973, au moment où les services de renseignement avaient nié les informations qui leur étaient données par vraiment la guerre du Kippour, les informateurs les plus proches des pouvoirs arabes, et où la commission Agranat avait réussi à démontrer comment on pouvait tout savoir et rien comprendre. Il n'y a pas encore la commission d'enquête du 7 octobre. Le Premier ministre Netanyahou fait tout ce qu'il peut pour que cette commission d'enquête ne voit pas le jour. Les seuls qui assument pour l'instant, ce sont les militaires et le renseignement militaire, mais le politique n'a toujours pas assumé sa responsabilité lourde au nom du fait qu'il s'en occuperait après la guerre. Et comme chaque fois qu'il y a un épisode nouveau, eh bien, il y a une autre guerre qui se profile avec une extension du domaine de la guerre, il y a cette problématique. Mais vous avez raison, l'état d'esprit des Israéliens, c'est véritablement celui du combat absolu et permanent pour leur survie, car ils n'ont pas grand-chose à négocier. La vieille citation de Golda Meir qui disait toujours « Je préfère vos condamnations à vos condoléances ». Toujours cette idée que tant pis si le monde n'apprécie pas ce qu'on fait, nous battons pour notre survie. Alors Netanyahou, c'est ni regret ni remords. C'est une version élaborée de Golda Meir qui, elle, avait quand même de temps en temps des regrets.
La concrétisation de cela, plusieurs batailles, plusieurs fronts, ces 7 fronts, si on rappelle la carte, il y a tous ceux qu'on a cités, mais si on voit d'abord les images, frontière sud du Liban, regardez ces images, ce sont des villages dans le sud qui sont déjà en grande partie détruits. Il faut dire qu'Israël revendique beaucoup de ces destructions parce que souvent ce sont des caches d'armes où le Hezbollah, au milieu de la population, cachait des roquettes. Parce qu'on oublie tout le temps que le Liban est en guerre avec Israël depuis 70 ans. Le Liban n'est pas neutre dans cette affaire. Le Liban n'est pas qu'une victime. L'état de délabrement de l'État libanais et la prise du pouvoir par le Hezbollah est un sujet. L'absence de désarmement du Hezbollah, malgré les accords qui ont eu lieu au moment de la précédente guerre du Liban, n'ont jamais été respectés par le Hezbollah qui n'a jamais désarmé. Et le Liban est un pays en guerre avec Israël. Israël n'a pas besoin de déclarer la guerre au Liban. C'est une situation qui est, hélas, permanente. Deuxièmement, s'il y a eu des opérations menées contre le Hezbollah, il faut rappeler que la première opération qui a déclenché tout le reste, c'est celle du 8 septembre, qui est une opération secrète menée en Syrie, à l'intérieur du territoire syrien, contre la principale usine de fabrication de missiles du Hezbollah, qui a précédé de 8 jours l'opération des Beepers et de 7 jours l'opération des Tokiwoki, et l'opération menée sous l'égide du ministre Galland, qui est celui qui est le stratège des opérations militaires, parfois même contre, à côté, et pas toujours en accord avec le Premier ministre Netanyahou, qui aimerait bien s'en débarrasser. L'armée israélienne fait ça de manière très ostentatoire aujourd'hui. Elle a publié ces images d'avions, 100 avions qui ont décollé, dit-elle, pour 120 cibles du Hezbollah. Jusqu'où veulent-ils aller? Certains disent, peut-être ont-ils même en tête ce qui avait eu lieu en 82, c'est-à-dire une forme d'action jusqu'à la bataille de Beyrouth, jusque dans Beyrouth. Alors, je pense que plutôt c'est pour l'instant le Litani, parce que c'est vraiment permettre de remonter en profondeur, appliquer la résolution qui prévoyait le désarmement du Hezbollah sur la partie sud, qui était à l'époque contrôlée par l'armée du Liban Sud, c'est-à-dire les chrétiens. Et donc, on en est plutôt là. La deuxième problématique, elle est moins l'opération terrestre lourde, même si elle est préparée délibérément et de manière très officielle, très visible par le ministère de la Défense et de Sahel. Et puis la troisième opération, c'est évidemment la représaille sur l'Iran, qui sont toujours à l'ordre du jour. On va en parler, mais chapitre par chapitre. D'abord, le Liban ici, est-ce que, avec des bombardements comme cela, très puissants, est-ce que ça peut suffire à éradiquer, extirper complètement le Hezbollah? Pas du tout, pas plus qu'on extirpera le Hamas. Ça, c'est des opérations ciblées qui visent à détruire des centres de commandement, des dépôts d'armes. Ça veut dire qu'une action au sol est nécessaire s'ils veulent vraiment complètement liquider le Hezbollah. Réhabilitation du renseignement, notamment du renseignement militaire, la MAN, mais ce n'est pas comme ça qu'on éradique une très puissante structure qui contrôle totalement la société civile et la société sociale. Il faut bien comprendre l'unité globale de ce qu'est à la fois le Hamas et le Hezbollah dans leurs sociétés respectives. Est-ce que ça peut signifier effectivement que s'ils veulent aller jusqu'au bout, comme le dit Benjamin Netanyahou, ça veut dire aller dans Beyrouth, aller sur le sol jusque dans Beyrouth? Je ne crois pas. Je crois vraiment qu'ils veulent remonter jusqu'au Litani et créer cette zone tampon qui amènerait à une très grande fuite de population vers Beyrouth, mais qu'ils s'arrêteront probablement sur le Litani si cette option va jusqu'au bout, puisqu'elle a toujours été très discutée à l'intérieur du cabinet de guerre. Là, vous n'avez pas vu le cabinet de guerre. Ils sont beaucoup trop nombreux, le cabinet de guerre. Ils sont quelques-uns. Mais ça, c'est le cabinet tout court. Mais il y a cette discussion qui n'est pas close sur l'opération militaire structurée. En tout cas, l'option qui aujourd'hui a le dessus est une opération jusqu'au Litani, qui est l'opération de 2006. Qu'est-ce qu'ils arrivent à détruire là? On voit des bombes, certaines font une tonne, c'est ça? Ces bombes fournies par les Américains. Des bombes pénétrantes et extrêmement puissantes. On a tous en mémoire l'énorme cratère qui a permis de tuer Nasrallah. Ce type de bombe, au-delà de tuer Nasrallah et aussi son successeur qui est déjà mort, qu'est-ce que ça peut détruire? Alors, c'est son successeur potentiel. Il y en a encore un qui est toujours vivant, qui était le numéro 2. Qui ne se précipite pas. Qui était M. Kassem, qui est toujours vivant. Lui. Pour l'instant. Ils ont tué le putatif, mais pas l'intérimaire. Voilà. Et il en reste encore un, M. Al-Talia, je crois, qui est très, très haut dans la liste des futures victimes, probablement, d'un assassinat ciblé. Non, là, ils font une opération d'élimination des points durs, des points forts. Mais ça, c'est la partie branche militaire
militaire. Ils ne résolvent pas la problématique de l'emprise civile et sociale de ce qu'est la structure même d'une société, État, parti, État, religion. Église. Le Washington Post a publié un certain nombre de révélations nouvelles sur l'affaire des beepers. Le fait que c'était préparé depuis non pas des mois, mais depuis 10 ans. Avec aussi un raffinement de préparatifs. Il fallait appuyer sur les deux côtés du beeper pour que la mutilation avec plusieurs opérations. Touche les deux mains. Plusieurs opérations. La première, c'était d'intercepter ce qui se passait sur les beepers. La deuxième, c'était de s'en servir comme outil d'élimination. La même chose pour les talkie-walkie. Oui, ce sont des affaires qui ont été menées à partir de 2014-2015 et qui montrent la sophistication, la structuration et le fait que le renseignement, c'est aussi beaucoup de long terme. En Iran, jusqu'où veulent aller, là encore, les Israéliens? On peut peut-être regarder le flight radar tel qu'il est ce soir ou tel qu'il a été ces derniers moments. C'est assez vide. C'est toujours assez vide. Voilà, on ne se précipite pas pour voler dans le ciel de l'Iran. Les vols de ligne, soit sont déroutés, soit sont suspendus. Y compris les vols intérieurs. Y compris les vols intérieurs. Alors quand on regarde le détail, parfois ce sont des compagnies un peu bizarroïdes, mais disons les compagnies normales ne volent presque plus. Dont une qui n'arrive toujours pas à atterrir à Beyrouth, parce que même l'État libanais a décidé de ne pas jouer avec le feu, alors que cet appareil est un appareil affrété par et pour le Hezbollah. Voilà, on voit ici l'image, je ne sais pas si on peut l'afficher, qu'on la voit quand même. Voilà, on voit ici que là, effectivement, au-dessus de l'Iran, très largement, on ne vole plus du tout déjà. Est-ce que ça veut dire que dans les heures qui viennent, le pouvoir iranien se dit ça, on peut être frappé? En tout cas, c'est comme ça qu'ils le font, parce que c'est eux qui ont interdit leurs vols intérieurs. Les vols internationaux, ils n'y peuvent pas grand-chose, et donc il est naturel que l'Iran soit soumis à la décision des compagnies aériennes internationales. Là, c'est leurs propres vols intérieurs qui ont été suspendus dans 3 des 4 principaux aéroports du pays. Et puis, ils sont en train de se poser la question de savoir si les cibles ne vont pas être plutôt Abadan et Bandar Abbas ou Boucher, les 3 grands ports qui permettraient à la fois de faire une représaille mesurée, qui poserait des problèmes importants à l'Iran, mais sans remettre en cause le fonctionnement ni des champs pétroliers, ni de poser des problèmes majeurs d'approvisionnement et de montée des prix du pétrole. Et donc tout le monde s'interroge aujourd'hui sur une possibilité, notamment en regardant la carte des oléoducs, sur ce qui pourrait être à la fois, entre guillemets, acceptable, suffisant, mais pas trop pour des représailles israéliennes, je dirais, tempérées. Là, les deux hypothèses, prenons-les l'une après l'autre. D'abord, hypothèse que les officiers israéliens disent beaucoup qu'ils pourraient frapper les bases pétrolières. Il faut rappeler, le pétrole représente en bénéfice tiré du pétrole pour l'Iran 18%. Donc c'est quand même une partie importante. On peut casser les reins en partie du régime iranien en frappant là. Non. D'abord, pour casser les reins du régime iranien, il faudrait d'abord gérer le problème des stocks, gérer le problème des... Là, on gère le problème des flux, et ensuite se rendre compte des effets que ça a sur le reste. Ils perdent quand même 1/5 de leur revenu. Ils perdent, mais sauf que à quel moment sont-ils capables ou pas de le rétablir? Est-ce que ça brûle comme les champs irakiens sous Saddam Hussein où il a fallu des mois pour les éteindre? Et là, on n'est pas dans une frappe ciblée. On est dans l'échelon supplémentaire de la guerre totale. Est-ce que c'est le choix? Visiblement, non. Le choix est plutôt de taper des infrastructures suffisantes pour que ça fasse mal, mais pas que ça fasse trop mal pour que celui qui est directement touché décide de monter un élément supplémentaire. Car une des leçons de l'opération iranienne, la dernière, le lancement des missiles de nouvelle génération, c'est qu'une partie plus importante que d'habitude a traversé, non pas le dôme de fer a plutôt bien résisté, les étages 3 du dôme de fer, il y a 3 niveaux, le Haro 3, et une partie sont retombées à nouveau sur des endroits extrêmement sensibles pour la défense israélienne, notamment la base des F-35, qui a été en partie touchée, alors moins par des missiles que par des morceaux de missiles, mais quand même. Et quand l'armée israélienne décide de ne pas censurer la photo qui montre des hangars touchés par des morceaux de missiles, c'est une indication aussi que là, il y a un problème dans la capacité du dôme de fer à intercepter de manière aussi efficace que d'habitude les missiles. Là, dans la période précédente, on était à 99%. Là, il y en a quand même, on va dire, une bonne douzaine qui est tombée
plus ou moins dans des endroits sensibles, notamment à côté de la base nucléaire de Dimona, où il y a aussi la base des F-35. Donc la situation est moins sûre pour Israël dans sa capacité d'interception qu'avant, et donc il faut aussi prendre les mesures pour éviter qu'une troisième frappe iranienne soit encore plus brutale, parce que le taux de pénétration des missiles iraniens balistiques est beaucoup plus importante cette fois-ci que la fois précédente. Parlons des possibilités de frapper les sites nucléaires. Quand on regarde la carte des sites nucléaires, en particulier cette base de Natanz, où se trouverait un important site d'enrichissement d'uranium. Voilà, on voit ici l'image, c'est cette base très au centre du pays. Il faut rappeler que c'est un très grand pays, c'est presque 3 fois la France. Est-ce qu'on peut, oui ou non, les experts là-dessus varient, détruire une grande partie en tout cas du potentiel nucléaire iranien ? Alors, à ce jour, eu égard à la construction qui semble être très aztèque du centre, c'est-à-dire que vous avez un puits, un long corridor, un autre puits, un long corridor, un troisième puits, un long corridor, c'est-à-dire que les bombes pénétrantes ne sont pas capables elles peuvent boucher le puits, mais elles ne sont, semble-t-il, pas encore capables d'aller aussi loin et aussi bas que l'endroit où sont installées les dernières des centrifugeuses. Par ailleurs, la zone de Natanz est, je crois, proche de pylônes rocheux extrêmement solides, et donc tout le monde considère qu'il peut y avoir une interruption momentanée avec des effets secondaires réels mais insuffisants pour empêcher le passage à la capacité pour l'Iran de disposer véritablement d'un engin nucléaire. Est-ce que les Occidentaux n'a pas pour l'instant, mais que les Coréens du Nord peuvent lui fournir, ce sont la relation entre la bombe et l'outil de transport balistique à long terme. Et tous les messages qui sont envoyés aujourd'hui avec la nouvelle génération de missiles iraniennes, c'est: si on rajoute la bombe au missile, il y en a au moins un qui va arriver à passer. Le général de Saint-Quentin, qui a travaillé sur le sujet, qui était sur notre plateau il y a quelques jours, général d'armée, disait il y a certains bunkers qui sont vraiment inatteignables. Sous une certaine quantité de roches, que ce soit en Corée du Nord ou que ce soit en Iran, il y a des points inatteignables. Oui, mais c'est surtout parce qu'ils ne sont pas inatteignables seulement par la profondeur, ils sont inatteignables par la découpe. C'est-à-dire que la capacité à aller directement droit au but devient impossible. Et qu'on n'a pas encore... Nous avons par exemple des bombes comme Durandal ou Beluga, qui sont des bombes par exemple qui vont sur une piste, passent sous la piste et la détruisent horizontalement. Là, cet outil n'existe pas encore pour aller aussi profond, aussi loin et dans la configuration qui est celle-là. Ça peut boucher l'entrée, ça ne peut pas détruire l'équipement. Là, le fait ici que les Iraniens possèdent malgré tout un certain armement nucléaire en préparatif, est-ce que vous comprenez le point de vue des Iraniens disant, contrairement aux Occidentaux qui veulent leur retenir le bras, c'est maintenant qu'il faut frapper plutôt que dans 1 an ou dans 5 ans? Les Israéliens. Les Israéliens. Ah oui, bien sûr, c'est leur position, et d'ailleurs elle est en discussion de manière très ferme depuis plusieurs mois déjà. Et ça ne date pas de cette année, ça datait déjà des négociations où les Israéliens expliquaient aux Occidentaux qu'ils s'étaient fait totalement balader et enfumer par les Iraniens sur le contrôle par les agences nucléaires du taux d'enrichissement du Dites bien cela, pardon, soulignons bien ça, parce qu'on dit souvent « Ah, c'était fantastique, avant que Donald Trump casse l'accord », tout était très bien contrôlé. Non. Tout le monde savait que c'était un accord de ralentissement éventuel avec une fraction réelle du pouvoir iranien qui considérait qu'effectivement il fallait trouver un accord. Et d'ailleurs, les Russes eux-mêmes participaient de l'accord en disant on ne va pas faire du nucléaire militaire mais du nucléaire civil, ce qui est une illusion absolue. C'est comme quand on va à l'usine de La Hague, si vous demandez la partie civile et la partie militaire, les gens rigolent parce que ça c'est une conception de philosophe. Ce que vous dites là est très important. Ça veut dire que le régime des Mollahs a réussi en partie à berner les Occidentaux déjà avant. Alors, berner, les Occidentaux n'étaient pas totalement idiots. Ils savaient qu'ils se faisaient berner, mais ils avaient besoin absolument de montrer qu'un accord était possible pour éviter la guerre et empêcher une opération militaire israélienne. Je rappelle que les Israéliens ont détruit des installations militaires irakiennes fournies par la France de manière extrêmement claire, précise et déterminée dans un épisode précédent. Donc, ils sont capables de le faire. Ils peuvent le faire, mais à la différence des installations irakiennes ou à la différence de l'opération très sophistiquée menée
menée par des commandos israéliens en Syrie. Pour l'instant, on n'a pas encore la capacité de détruire totalement les équipements militaires iraniens à l'endroit où ils sont. Alors, il y a plusieurs autres usines et centres et piles nucléaires, mais pour l'instant, l'élément le plus important est le plus protégé. Le différent entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron. On rappelle les derniers développements. Il y a eu un coup de fil hier entre le président de la République et le Premier ministre israélien. On ne peut pas dire que le différend soit terminé. Ils sont tombés d'accord pour ne pas être d'accord. Voilà, c'est une façon élégante de le dire. Le Premier ministre a réitéré la position d'Israël, à savoir que tout comme l'Iran soutient tous les composants de l'axe terroriste, les amis d'Israël sont censés le soutenir et ne pas lui imposer de restrictions qui ne feraient que renforcer l'axe iranien du mal. Comment est-ce que vous comprenez que la France ait dit cela maintenant ? Alors qu'elle ait dit ça, elle l'avait déjà dit. Haïm Korsia l'a rappelé, elle l'avait déjà dit à la tribune de l'ONU, elle l'a déjà dit à d'autres reprises sous des formes plus ou moins. Alors le tempo est toujours le grand mystère des déclarations du président de la République. Il y a parfois des erreurs de casting, mais alors l'erreur de timing est un sujet récurrent. Et donc je ne sais pas pourquoi il l'a dit, je ne sais pas pourquoi il l'a dit à ce moment-là, mais en tout état de cause, le timing est vraiment contre-efficient. Est-ce que vous croyez que la France peut avoir une politique un peu différente ? Hier, sur notre antenne, il y avait deux personnalités qui ont donné deux visions extrêmement opposées, Bernard-Henri Lévy et Dominique de Villepin, sur le sujet. Bernard-Henri Lévy considérant que la France doit être absolument aux côtés d'Israël, Dominique de Villepin estimant qu'il y a une sorte de politique traditionnelle française qui est un peu plus au centre, plus proche du monde arabe. Alors, l'un rappelle une histoire, qui est une histoire gaulliste de la politique arabe de la France, au Moyen-Oriental. Elle peut exister encore, cette histoire-là, en 2024 ? La France a des accords avec de nombreux pays arabes. Elle considère qu'elle est toujours partie présente dans les discussions internationales sur le sujet. Elle essaye de faire entendre une voix pas toujours très cohérente et pas toujours très compréhensible, mais donc c'est sa nature et sa tradition. Et Bernard-Henri Lévy rappelle une position qui lui paraît naturelle pour défendre une des rares démocraties pro-occidentales à l'intérieur d'un espace qui ne lui est pas toujours très favorable. La France a-t-elle encore des moyens quand on voit ce que représentent en réalité ces livraisons d'armes à Israël ? C'est très peu. Est-ce qu'elle pèse encore dans ce conflit ? Alors, d'abord, là, c'est sûr que les déclarations du président de la République ne visaient pas la France, il ne se parlait pas à lui-même, ni à son gouvernement. Donc, la France ne livre pas, mais par contre, elle est intervenue à plusieurs reprises pour détruire des missiles qui attaquaient Israël. Donc, elle est dans une posture compliquée, sur une petite ligne de crête, mais pour l'instant, elle n'a pas fait de faute dans la manière dont on défend un pays qui est attaqué. Dans les prochaines heures, quelles sont selon vous les options d'Israël ? On a vu tout à l'heure le Flight Radar où on comprend que déjà l'Iran se prépare à la possibilité d'un bombardement israélien. Quel est le calcul, d'après vous, du cabinet de Netanyahou ? Cabinet Netanyahou, je ne sais pas. Galante, je sais ce qu'il dit, et il le dit d'ailleurs de manière assez publique. Netanyahou, c'est plus flou parce que c'est plus compliqué dans la manière dont il essaye de maîtriser les ultras, les plus ultras et les encore plus ultras, puisqu'il n'y a pas vraiment de modéré dans le système politique israélien gouvernemental. Non, je crois qu'il y aura une frappe contre l'Iran pour faire un match nul, la balle au centre. Il y aura une opération militaire probablement au moins jusqu'au Litanie qui sera une opération dure et structurée. Les affaires de Gaza, malheureusement pour le peuple de Gaza et pour les otages encore retenus à Gaza, ne vont pas se terminer. D'ailleurs, je voulais dire que moi j'avais toujours une pensée aujourd'hui pour les deux otages français dont on ne parle pas assez. Dont on ne voit pas les visages. Il fut un temps où les otages français avaient le droit à leur seconde d'attention dans les journaux télévisés. Et il est très étonnant que nous ne soyons toujours pas capables de le faire. Est-ce que vous avez été heurté de ce que la France ne rappelle pas davantage que le Hezbollah avait tué des dizaines de Français et, comme vous le rappelez à l'instant, que le Hamas aussi a tué et pris en otage tant de Français ? Ça ne me heurte pas. Il y a une lâcheté structurelle dans certaines des élites nationales qui peut passer pour de
la négociation diplomatique afin d'éviter des attentats. On a toujours le mauvais rôle quand on pactise avec l'ennemi au nom de la paix civile, de pas d'attentats sur notre territoire. On l'a vu avec les Anglais et le Londonistan, il y a eu un Parisistan. La France a été lâche à l'égard du Hezbollah ? La France a négocié avec le Hezbollah une interruption d'opération contre elle en contrepartie et elle n'a pas fait son métier. C'est-à-dire que même quand on négocie ce genre de choses, à un moment ou à un autre, on n'oublie pas qu'il faut rééquilibrer les choses et notamment faire justice, si possible, en amenant devant la justice les opérateurs et si ça n'est pas possible en les éliminant. Je rappelle que nous l'avons fait après 2015. Les Israéliens l'ont fait pour nous récemment. Puisqu'ils ont éliminé l'un des principaux commanditaires de cette opération. Vous avez une formule à l'instant, vous dites les Israéliens l'ont fait pour nous. Oui, à notre place. C'est ce qu'ont dit des militaires comme le colonel Goya, qui est souvent sur ce plateau, qui ont dit, en pensant à ces criminels du Hezbollah qui avaient tué des soldats français en 83, que la France est en quelque sorte rentrée en justice. Elle a été, disons... il y a une réparation aujourd'hui. Je n'appellerai pas ça de la justice parce que dans ce cas précis, c'est une vengeance. Mais faute de justice, la vengeance peut avoir ses charmes. Vous parlez du mot de vengeance. Est-ce que ici en Europe de l'Ouest, on sous-estime à quel point, dans le Proche-Orient, dans les deux camps d'ailleurs, l'idée de vengeance est restée quelque chose de noble? Alors, en Europe de l'Ouest, on déteste ce mot, mais en réalité... à l'Ouest, on pense que la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Partout ailleurs, c'est une preuve d'intelligence comme une autre. Il faut juste qu'elle soit équilibrée. Donc, comme nous avons, je crois, peu à peu compris que notre domination culturelle, où nous voulions que tout le monde soit comme nous, pense comme nous et fasse comme nous, c'était un peu étiolé avec le temps, que nous n'avons jamais été aussi isolés, l'Occident, par rapport au reste du monde, que notre propre mode opératoire est incompréhensible. Et puis, je rappelle... aussi curieux que ça puisse paraître, que pendant que tout le monde se bat, s'étripe, s'assassine, se bombarde, les discussions, les négociations continuent, parce que c'est une partie de la négociation que de continuer à se taper dessus avant d'arriver à ce qui pourrait être un cessez-le-feu, que je souhaite dans l'intérêt des populations de Gaza, avec la libération des otages, et que je souhaite aussi, parce qu'on oublie qu'il y a aussi une guerre en Ukraine pendant ce temps-là.